Ton terrain de jeu le plus emblématique, c'est l'ancien monastère des Clarisses à Roubaix, qui représente 6 600 mètres carrés, vide depuis des années. Le monastère, c'était intéressant parce que déjà, c'était un problème pour la ville de Roubaix. Tout le monde râlait: «Ah, on sait pas quoi en faire, ah, c'est le monastère des Clarisses», enfin, c'était vraiment une épine dans le pied, quoi. Nous, on est venus dans ce bâtiment comme tu quand tu vas faire, je sais pas, du camping ou du bivouac dans la forêt, tu vas, regarder où est-ce que c'est mieux pour mettre ta tente. Si on réhabilite l'aspect fonctionnel des arts décoratifs, est-ce qu'on arrive à dépenser très peu d'énergie et avoir une forme de confort saisonnière suffisante? Là, nous, on dépense 24 kWh par mètre carré par an. Le label BBC, bâtiment basse consommation, il commence à 80 par exemple, tu vois, en rénovation. Donc on est très, très, très faible. C'est pour ça que je dis que c'est une petite ville. Les pièces intérieures, elles sont toutes reliées à un espace extérieur et souvent végétal. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et pour vous, je pars à la rencontre de celles et ceux engagés pour faire de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. L'énergie est la même, inspirée de nouvelles rencontres. Bienvenue sur Daily Green. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Givelet. Tu es architecte, chercheur, cofondateur de la coopérative œuvrée et des associations ZERM et Saison Zéro. Simon, tu travailles sur quelque chose de radical dans notre rapport aux villes. Plutôt que de construire du neuf et de tout rénover d'un coup, tu occupes, tu testes et tu prends soin de l'existant. Ton terrain de jeu le plus emblématique, c'est l'ancien monastère des Clarisses à Roubaix, qui représente 6 600 mètres carrés, vide depuis des années. Et avec ton équipe, tu as réactivé ce lieu pour presque rien, si ce n'est peut-être de l'énergie et de l'huile de coude, et tu en as fait un laboratoire de frugalité entre architecture textile et rapport au vivant. Simon, je te souhaite la bienvenue. Comment tu Bonjour. vas déjà? Bah, très bien, merci et toi? Ouais, très bien, bah, je te remercie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter pour qu'on comprenne mieux ta démarche et ton parcours? Ouais, bah, déjà que c'est une démarche, très collective. Donc, en fait, on dit que c'est moi, mais en fait, il y a, je fais, tout ce que tu viens de raconter, c'est toujours des collectifs derrière et le monastère, déroge pas à cette règle, il y a pas mal de gens derrière. Très bien, donc on pense bien au collectif. Toi, tu viens du génie civil, tu passes par l'école d'architecture et du paysage de Lille. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment, dans ton histoire personnelle, tu es arrivé à l'idée que l'architecture, ce n'était pas seulement construire du neuf, mais plutôt prendre soin de l'existant? Bah, ça, en fait, je pense que je suis pas le seul, c'est quand même un peu générationnel. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens aujourd'hui qui disent ça qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, moi et certains autres, de mes, collègues, en tout cas les cofondateurs de l'association ZERM avec qui on a commencé le monastère, on s'est dit assez tôt effectivement qu'on n'allait pas construire de neuf. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en école d'architecture, on aujourd'hui il y a 21 écoles d'architecture, si je me trompe pas en France et globalement, je veux pas dire de bêtises, mais globalement, on forme encore les gens à la maîtrise d'œuvre, et à la construction neuve. Alors il y a des évolutions dans plein d'écoles, hein, mais ça reste un petit peu quand même la matière principale et en tout cas, moi, quand j'étais à l'école, c'était le cas et je pense que c'est, en se rendant compte aussi que, en fait, essentiellement pour des questions environnementales, si, bah, il faut qu'on détruise toute la ville qui existe pour la reconstruire, on va pas y arriver, en fait et je pense qu'il y a on a de grosses lacunes, pas individuellement, je dis pas qu'on est mauvais individuellement, mais collectivement, on n'est pas armé, en fait, pour réhabiliter les bâtiments, massivement. Qu'est-ce qui nous manquerait du coup? Bah, il y a des questions d'argent, il y a des questions de mais globalement, je pense que c'est presque une question de paradigme, c'est une question d'approche. Hem Et donc c'est des choses qui vont pas se résoudre en un tour de main, en disant: «Bah, voilà, on a trouvé la solution ou la méthode» ou je sais pas. En fait, ce paradigme, ça consiste à dire que, en fait, peut-être à se rendre compte que l'histoire, de l'architecture moderne, donc c'est un mouvement, bien déterminé, l'architecture moderne, hem bah, ça nous a apporté plein de choses et on en est vraiment encore très, dépendant. On est héritier de ça, héritière, mais c'est un rapport à l'architecture qui induit presque, de manière, évidente qu'il y a une énergie, bon marché ou quasiment, gratuite. Hem Et en fait, là, on a encore accès à cette énergie, mais bientôt plus. On est vraiment sur la fin, quoi
et on se dit du coup qu'il faut, repenser complètement une autre approche qui ne dépende pas de cette énergie gratuite. Et si tu regardes toute l'histoire de l'architecture, moi je pense que l'architecture moderne, c'est presque une anomalie sur le plan énergétique, dans les siècles de d'architecture qu'on a produit avant et voilà. D'ailleurs, tu dis un truc assez simple mais fort, alors pour, éviter de te paraphraser, je vais te citer. Tu dis: «Si on a des bâtiments, on les utilise. Si on ne sait pas les utiliser, on trouve d'autres solutions. Après, si on intervient, c'est parcimonieusement. Si on doit vraiment les démolir, on remploie les matériaux. Si on remploie pas, on recycle et si on recycle pas, on jette». En fait, j'ai envie de te dire, on ne jette rien, tout est sur place. La ville est déjà construite, on a tous les matériaux. Ça serait un peu ton manifeste aujourd'hui? Ouais, ça c'est ce qu'on appelle, les usages en cascade. On a pas mal, théorisé avec l'association ZERM. En fait, la première chose et quand on était un petit peu jeune et naïf, c'était de faire des choses qui s'usent pas, de lutter contre l'usure et de faire enfin de produire des choses, que ce soit à l'échelle, urbaine, bon ça on n'a pas eu trop l'occasion, mais ou à l'échelle, du meuble et avec toutes les échelles entre les 2. Des éléments qui vont, pas s'user et que du coup on se dit: «Bah, on a dépensé de l'énergie, mais on l'a bien dépensé et puis, on continue à l'utiliser très longtemps». Et en fait, la réalité, c'est que ça dépend pas trop de nous et que tout s'use et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'enseigne pas assez à l'école d'architecture. C'est qu'il y a des bâtiments qu'on fait pour l'inauguration, c'est beau, voilà, on a la belle, perspective. Mais qu'en fait, la vie du bâtiment, entre guillemets, elle commence à se partir de ce moment-là et tout va faire que s'user. Les façades, les surfaces sur lesquelles on marche, et c'est aussi à l'échelle urbaine, c'est-à-dire qu'on fait, de la rénovation urbaine et des fois c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire de se reposer la question, bah, la place de la femme en ville, bah, il faut peut-être refaire l'espace public, les réseaux d'eau, par exemple, qui sont en unitaire, c'est-à-dire qui séparent pas, les différents flux, d'eau usée, ou d'eau pluviale, ben, peut-être qu'il faut tout refaire parce que c'est mieux de le faire autrement. Donc en fait, à partir du moment où tu prends en compte le fait que oui, il faut intervenir et que la ville s'use et qu'il faut la rénover ou l'améliorer, constamment, à partir de là, en fait, la question c'est quel est notre rapport à aux ressources matérielles? Et donc voilà, ce que je dis moi, c'est que OK, on va dégrader les ressources matérielles, mais il faut qu'on le fasse le plus progressivement possible. Et pour revenir à ta deuxième question, en fait, c'est là où on se rend compte que l'architecture, ça ne nous permet pas de répondre à toutes ces étapes. L'architecture, en fait, c'est aujourd'hui défini comme un outil qui est la maîtrise d'œuvre et très vite, on s'est rendu compte et moi je l'ai, devant les yeux tous les jours, c'est que en fait, la maîtrise d'œuvre, ça permet de faire certaines choses et pas toutes et donc on a dû, créer un peu des nouveaux métiers pour répondre, à ces autres, usages en cascade et d'y aller très progressivement, quoi. Excellent. Hem, Vous avez investi un lieu qui s'appelle le Monastère des Clarisses depuis, 2020 à Roubaix. Donc c'est 150 ans d'histoire, 11 ans de vacances, il me semble Ouais. et tu donnes le chiffre de 50 000 € dépensés par la ville pour que le bâtiment continue quand même à se dégrader. Comment on rentre dans cet endroit, dans ce lieu? Alors c'est en janvier 2020. Comment tu rentres là-dedans? Bah, donc là, on rentre, dans ce bâtiment avec, une équipe de je crois qu'on était 6 ou 5 ou 6 personnes, hyper motivés, alors là, c'est sûr que ça pose des questions de la réplicabilité du modèle parce qu'on se paye pas, beaucoup, enfin pas du tout au début. Mais, nous, on rentre dans ce bâtiment comme dans un paysage qui existe. En fait, le site, il est inscrit, quand on dit inscrit, c'est, il est protégé patrimonialement. Il y a 2 manières de protéger les bâtiments, inscrits ou classés et donc, le 1er degré, disons, c'est l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et donc là, le monastère, il est inscrit en totalité. Ça veut dire que en gros, dès qu'on change un mini truc, limite si on change, une fenêtre quoi, il faut demander l'avis à l'ABF et l'avis à l'ABF, c'est un permis de construire qui doit prendre en compte, eh bien, tout ce qu'on va faire sur chaque mètre carré, donc sur chacun des 6 600 mètres carrés et puis, ça demande aussi d'adresser toutes les questions d'accessibilité, de mise aux normes, d'incendie et tout ça. Donc en fait, ça marche pas, c'était trop conséquent. Nous, on est venus dans ce bâtiment comme tu quand tu vas faire, je sais pas, du camping ou du bivouac dans la forêt, tu vas, regarder où est-ce que c'est mieux pour mettre ta tente, près dans je sais pas, dans une clairière, près d'un arbre, voilà. On a eu ce même rapport, c'est-à-dire, où est-ce que ce serait bien, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce bâtiment? Tiens, dans cette pièce elle est très lumineuse, qu'est-ce qu'on peut y faire avec le quartier? Ah bah, c'est peut-être bien de faire une braderie, c'est peut-être bien de faire une auberge de jeunesse, une buvette et puis c'est pas la même chose en été et en hiver et donc en fait, on a eu, une espèce de foisonnement comme ça de tests d'usage et de défrichage de proche en proche parce que vraiment ce qu'on a fait au début, c'était une petite base vie
Donc c'était vraiment une friche, hein, il y avait pas d'eau, pas d'électricité, il y avait des trous partout et puis on a «reconquis» entre guillemets comme ça de proche en proche, avec des usages qu'on a testés et ça on l'a fait pendant 5-6 ans. Comment tu fais le choix de ce bâtiment? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? C'est une opportunité? C'est quelque chose, que tu connaissais peut-être, puisque tu habitais dans le quartier? Pourquoi ce bâtiment, en fait? Bah, c'est une bonne question. Après, en fait, ça aurait pu être un autre. Je dis ça parce qu'à Roubaix, il y a plein de bâtiments vides. C'était une ville, une des plus, puissantes du monde, hein, si on c'était la concurrente directe de Manchester, après c'est devenu la plus pauvre, de France et donc en fait, on a en héritage, tout un des infrastructures industrielles, le parc Barbieux qui est un extrêmement beau parc, à Roubaix et en fait, voilà, on a plein de bâtiments comme ça qui sont vides. Alors le monastère, c'était intéressant, pourquoi? Parce que déjà, c'était un problème pour la ville de Roubaix. Tout le monde râlait, «Ah, on ne sait pas quoi en faire, ah, c'est le monastère des Clarisses», enfin, c'était vraiment une épine dans le pied, quoi, heu et donc ça a favorisé le fait qu'on fasse vraiment un partenariat avec la ville parce que vu que la ville est propriétaire et que c'est un problème, c'est vraiment avec eux qu'on s'est dit: «Bon, bah, allez, on va essayer autrement» et puis ensuite, moi, j'ai envie de dire, c'est vu qu'on avait cette envie de dire: «Bah, OK, nous, on était déjà bien engagés dans le réemploi, donc le réemploi de matériaux de construction, c'est vraiment une nouvelle filière, qui était, éteinte, encore il y a encore quelques dizaines d'années et puis là, qui est en train de revenir un petit peu, à la mode et en faisant du réemploi, on allait quand même beaucoup dans des centres de traitement, dans des chantiers de démolition et c'est là où on s'est dit: «Mais en fait, OK, c'est intéressant de récupérer le matériau, mais ça serait quand même mieux de réhabiliter les bâtiments quand on peut, plutôt que de réemployer les matériaux, donc de les détruire». Donc on se regarde un petit peu à Roubaix, comment ça se passe. On se dit: «Bah, en fait, il faudrait faire un test». Un test dans un bâtiment un peu emblématique. Donc le monastère, c'est un peu emblématique et puis enfin, enfin, c'est emblématique parce que c'est en QPV, c'est quand même assez complexe, c'est inscrit, bon voilà. On se dit: «Si on y arrive là, on y arrivera dans d'autres endroits» et la dernière chose, c'est qu'en fait, derrière tout ça, on s'est dit: «Bah, ce qui serait intéressant, c'est aussi de réfléchir au fait de dépenser beaucoup moins d'énergie» parce que ça, c'est une des conditions d'occupation des villes, en fait, dans demain, quoi. Et le monastère, c'est intéressant parce que c'était un ordre de sœurs Clarisse, donc en fait, elles sortaient jamais du bâtiment et donc en fait, tu imagines que sur le site, il y avait déjà des amorces de toutes les interfaces de notre vie quotidienne. Il y avait du sommeil, du travail, du jardin, de la cuisine et tout ça et donc en fait, on s'est dit: «Bah, s'il faut faire un test, autant le faire de manière très transversale, dans un bâtiment qu'on sait encore à peu près maîtriser» parce qu'on est une petite association donc c'était déjà grand. Et on va, habiter de manière frugale. Enfin, on va réhabiliter de manière frugale, mais on va aussi habiter de manière frugale à travers toutes ces interfaces. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Ces sœurs, quittent, ce couvent, ce monastère, il y a pas si longtemps, en fait, c'est assez récent, hein? Bah, 2008, 2 minutes. Qu'est-ce on qu'elles s'a en pensent aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu l'occasion de rediscuter avec ces sœurs et savoir qu'est-ce qui est devenu finalement ce bâtiment? Dont tu expliques qu'en fait, il avait déjà tous les usages, pour être quasi autonome, en fait? bah, c'est ouais, c'est un peu une petite ville, mais après c'est parce que c'est lié c'est lié, à leur vœu de retrait comme ça du monde et c'est lié à la conception donc de l'architecte Jean-Baptiste Béthune qui a construit ce bâtiment de manière vraiment, très optimisée pour être enfermé. C'est-à-dire qu'on a nous en fait en 2020 quand il y a eu le confinement. On a été confinés vraiment la veille d'une préparation d'un très gros chantier où il devait y avoir, 40 personnes qui allaient venir et en fait, du coup, on avait fait toute l'alimentation et les personnes ne sont pas venues et on est restés vraiment, enfermés pendant 1 mois et demi. On est vraiment pas sortis pendant 1 mois et demi. Donc on a revécu le bâtiment de manière, bah, cloîtrée quoi, pour des questions plus, sanitaires que spirituelles, mais c'était la même expérience un peu. Et en fait, il est extrêmement bien fait, quoi. Il y a toujours, il y a jamais de cul-de-sac, il y a toujours un espace extérieur qui est associé à un espace intérieur, les fenêtres qui donnent à l'extérieur, on voit jamais la rue, mais en fait, il y en a plein. Donc ça, c'est très bien fait, à ce niveau-là et après les sœurs, bah, en fait, on a tu sais, en 2008, c'était déjà, quand elles sont parties, il y en avait plus que 4. Il y a eu le décès de la mère abbesse, donc en fait, elles étaient déjà assez âgées. Donc les gens avec qui on a repris contact, c'était, des gens qui étaient, soit des franciscains qui étaient associés, enfin qui étaient un peu chapelains ou des choses comme ça et puis, une sœur qui a quitté le monastère, avant et puis qui nous a raconté, beaucoup de choses sur la vie, mais aussi d'où l'aspect très hiérarchique et très dur de cet ordre,
Bah, oui, voilà, qui était assez implacable, quoi. D'accord. Hem, Comment vous arrivez à un moment donné, 6 jeunes, qui vont s'adresser à la mairie de Roubaix, pour leur expliquer qu'ils veulent prendre en charge ou en tout cas réinvestir ce lieu historique, patrimonial qui va, sans te poser de questions, où tu te dis à un moment donné, on est en train de délirer quoi? Non, non, pas de délirer. Je pense que de toute façon, on avait envie, enfin, moi même encore maintenant, hein, moi je enfin, j'ai dit mon temps aux choses qui me paraissent, intéressantes et qui valent le coup d'être essayées. Heu, bon ça a très bien fonctionné. Après il y en a d'autres qui ont pas fonctionné. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, très certainement, on l'aurait pas fait dans une autre ville que Roubaix. Bon là, en l'occurrence, la municipalité nous a fait confiance quand même. C'était pas, rien de tu vois? Tu es maire d'une ville de 100 000 habitants et tu files un truc qui appartient à la ville, pas aux normes, à 6 jeunes, archi, enfin bon, même pas tous archi, voilà. Donc fallait faire confiance quand même. Mais je pense que enfin, le maire de l'époque avait dit: «C'est de l'innovation de survie» et je pense qu'il avait assez raison. En fait, il y avait pas d'autre choix. Ce bâtiment, il est resté vide, 11 ans. Pendant 11 ans, il a coûté presque un demi 1 000 000 juste, bah, voilà, parce qu'il existe, quoi. Et ça, tu cumules, bah, tous les autres bâtiments et hem et donc en fait, oui, je pense qu'ils se sont dit: «Bah, franchement, au point où on en est, autant essayer autre chose, quoi». Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Excellent. Très vite, vous avez ouvert ce monastère au quartier, donc comme tu l'as précisé, il est situé dans un QPE, quartier prioritaire de la ville. Ouais. Qu'est-ce que vous avez proposé ou qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui concrètement au public, de ce quartier? Alors, concrètement, en fait, bon ça c'est de la de l'organisation interne, mais on a tout ce qu'on appelle nous les blocs économiques parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin le gros, défi de ce bâtiment, c'est de faire en sorte qu'il s'autofinance. Et en fait, dans un bâtiment qui en plus n'est pas aux normes, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tout le process, c'est un process de ils cherchent à affiner une forme de méthode de réhabilitation architecturale. Mais tout, même la maintenance, même les interfaces avec le quartier, tout ça. En fait, si je résume un peu, c'est assez simple. Soit, là, dans le cadre, d'une ville, soit, tu vas acheter un bâtiment parce que tu sais qu'il faut faire une piscine ou rajouter une crèche ou quelque chose comme ça. Donc tu l'achètes pour ça et puis ça, on sait très bien faire. On a des concours, voilà, il y a des études et tout, pas de souci. Et puis il y a un autre cas où justement, c'est des bâtiments qu'on possède, qui sont là. Il y en a plein, ils coûtent de l'argent, mais on sait pas quoi faire dedans. Et en fait, il se trouve que les études de programmation, de manière spéculative, c'est-à-dire qu'ils vont dire: «Eh ben, on pourrait faire je sais pas quoi dedans, mais à distance», tu vois? Avec un tableur Excel un peu, bah, ça marche pas très bien dans ce cas-là. Souvent, c'est un petit peu à côté et en fait, il y a un gros pourcentage, je vais pas dire de bêtises, mais dans ce genre d'équipement, il y a peut-être 50-60 des études qui aboutissent pas parce qu'en fait, on n'arrive pas à dire ce qu'on va faire. La chose qui existe vraiment, c'est de tester. C'est-à-dire, on teste, justement ces usages et on dit: «Bah, ça marche pas», mais avec des vraies personnes et c'est là tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, pour tester, et mettre des gens dans le bâtiment, il faut le réhabiliter, faut le mettre aux normes, mais pour le réhabiliter, il faut savoir pour quel usage et pour savoir quel usage, bah, faut mettre des gens dedans. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste cassé un peu ce cercle, vicieux en disant: «On va être extrêmement frugal, on va mettre très peu d'argent par mètre carré». Donc là, en moyenne, on est à 90 €, enfin un peu moins de 90 € par mètre carré, ce qui est vraiment très peu. Et ça nous permet de faire des tests avec le quartier. Donc le quartier nous dit: «Tiens, bah, ouais, il y a des gens qui ont envie de faire, une salle de sport ou qui ont envie de faire un truc l'été ou une salle de libre parole pour les femmes du quartier» ou enfin des choses comme ça. Des ruches, enfin tout plein de choses et au fur et à mesure, on peut tester ces éléments-là et voir si ça marche ou pas. Et aujourd'hui, ça a donné donc pour répondre plus franchement à ta question, concrètement, il y a une partie qui sont des blocs économiques, donc que nous on gère avec l'association. Donc c'est, tout ce qui est mise à disposition d'espaces, de bureaux, d'ateliers, une auberge de jeunesse et puis, tout un programme de privatisation quand on fait des tournages, quand il y a, bon, des shootings, des trucs là. Et en fait ça finance tout le site, ça finance les 10 ou 15 000 € qu'il faut qu'on sorte chaque mois pour que le lieu existe et soit ouvert. Et puis après, il y a toute une série de programmes qui sont pas financés par, les produits d'exploitation, voire qui sont complètement gratuits parce que, le rapport au jardin avec les occupants et occupantes, on a toute une petite programmation culturelle, une programmation sportive, il y a de la zumba, non mixte, je sais pas moi, du MMA, des trucs comme ça. Tout ça, il faut pas que ce soit financiarisé ou pas trop, sinon ça marche pas, on perd l'intérêt. Et donc, bah, en gros, l'un permet l'autre, quoi. Excellent. Justement, tu as parlé du jardin au cœur du même du monastère.
Donc c'est le cloître qui aujourd'hui sert de jardin et c'était déjà un jardin? Bon, il y a plus que ça parce qu'il y a le cloître, qui est peut-être l'endroit le plus important, dans ces typologies monastiques parce qu'en fait, c'est vraiment l'endroit de communication avec le divin, quoi. C'est, les souvent les métaphores du paradis, enfin, c'est vraiment des endroits qui sont très, préservés. Donc là, dans le cloître du monastère ici, on n'a plus trop l'impression d'être en ville, c'est bon, voilà. Donc il y a ça, mais après il y a aussi, tout plein d'autres jardins. Il y avait des jardins qui servaient aux cultures pour les sœurs, D'accord. des, jardins qui sont là parce que c'était, la résultante du vide qu'il y avait entre 2 bâtiments qui petit à petit ont été utilisés, il y a des grands arbres, voilà. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une petite ville ce bâtiment, c'est qu'en fait tous les bâtiments, enfin toutes les pièces intérieures, elles sont toutes reliées à un espace extérieur et souvent végétal. Après malheureusement la roseraie, elle a été transformée en parking dans les années, 70 par exemple. Ça c'est l'histoire. Mais effectivement le cloître et le grand jardin, c'est des espaces, je pense que s'ils étaient pas là, on perd la moitié de l'importance du site quoi, de cette espèce de contraste entre, des briques qui sont extrêmement épurées, très très peu d'ornements, avec des très gros murs, des ogives et tout ça. Un peu peut-être un peu même, fait peut-être un peu peur quoi, c'est un peu austère et puis, bah, toute la richesse des jardins et puis là, c'est le printemps, tu vois? Donc il y a plein d'abeilles, il y a des canards qui viennent dans la mare et tout et en fait ça a fait le contraste qui est je pense assez délicieux ici, ouais. Super. Est-ce que vous faites un peu d'agriculture, Est-ce que vous produisez des je sais pas, des fruits, légumes? Bah, oui, oui, en fait, on en pro alors au tout début, il y avait cette question de se dire: «Est-ce qu'on fait, voilà, du maraîchage? Est-ce qu'on fait heu, est-ce qu'on dit que les jardins, c'est des pièces économiques un petit peu qui vont permettre d'alimenter le site et tout ça, et de faire vivre éventuellement un maraîcher ou une maraîchère. En fait, le truc, c'est que dans le grand jardin, par exemple, on a entre guillemets que 2200 m² et en fait, ça c'est très gros pour un jardin, mais pour un maraîcher ou une maraîchère, c'est tout petit. Enfin, c'est pas assez pour, en vivre. L'autre chose, c'est qu'on n'avait pas non plus envie de, saturer, l'espace extérieur, sur le plan productif. Hem Donc en fait, aujourd'hui, on a effectivement, il y a un potager, il y a des poules, et il y a, des ruches et bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont productives, par essence et qui, nourrissent, pas du tout à 100 du coup, mais, une partie, de ce qui est consommé sur place et vu qu'en plus la nourriture est végétarienne et que tous les midis, il y a des gens qui font la nourriture pour tous les autres et les occupants, occupantes peuvent s'inscrire à chaque fois et venir le midi ou pas et ben, effectivement, ça reste, ben, une bonne manière de valoriser ce qui est produit, quoi. Excellent. Moi, je pensais à un élément. Quand on est dans un monastère, comment on fait pour chauffer? Il doit faire froid. Comment on fait pour chauffer cette surface? Bah, très bonne question. C'était un peu d'ailleurs pour ça que c'était intéressant de venir dans ce bâtiment. Tu vois, quand je te disais l'architecture moderne, c'était une anomalie un petit peu. En fait, à un moment donné, on a créé, le chauffage central et puis, la climatisation et puis un peu plus tard, on s'est permis d'imaginer des maisons, par exemple, tout en verre. Alors qu'une maison connue comme ça d'un architecte allemand qui s'appelle Mies van der Rohe, qui est complètement en verre, et puis, il neige l'hiver, hein, mais voilà, c'est un peu ce rêve comme ça, donc il y a du plancher chauffant. Hem et donc c'est justement ça, ce paradigme de l'énergie gratuite et nous on s'est dit: «Bah, en fait, justement, allons dans un bâtiment très froid, donc qui est très inertique». Ça veut dire qu'en gros, le bâtiment, il est lourd, il y a des gros murs en briques et ça veut dire que, enfin l'inertie thermique, ça veut dire que le bâtiment va mettre très longtemps à se réchauffer, en gros. S'il fait chaud dehors, va mettre 3 jours, plus ou moins à se réchauffer et donc en gros, il fait toujours un peu plus froid, dehors que dedans. Et donc nous, notre truc, ça a été de dire justement: «Eh ben, on va pas chauffer, on va se reposer la question de, enfin qui est une mauvaise question, je pense, qui est cette injonction à avoir des bâtiments performants. En fait, ça marche pas. La performance énergétique des bâtiments qui classent les bâtiments, tu un peu ABCDEF, un peu comme les frigos. En fait, ça dit ce qu'on dépenserait comme énergie si on respectait les hypothèses de calcul, en fonction de la performance justement des couches de l'enveloppe, pareil, hypothétique quoi. Et ça marche pas parce que ça nous pousse vers une réhabilitation que je vais appeler lourde parce qu'elle est, chère, elle est technique, elle est très, dépensière aussi en matériaux et puis, qui marche pas. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à financer ces réhabilitations. Factuellement, à chaque fois que
gouvernement finance ce genre de campagne et ben, il y a 100-150, peut-être 200 000 bâtiments qui sont réhabilités, mais c'est rien par rapport à ce qu'il faut faire. Donc en fait, la partie frugale, la question de la frugalité, c'était mettre très peu d'investissement parce qu'en fait, ça nous permet de tester des usages et si on s'est trompé, ben, on a mis peu d'argent donc on peut changer. Mais c'était aussi de dire, ben, en fait, on va pas avoir un bâtiment performant, on va chercher des conditions de confort à certains endroits, à certains moments et pour certains usages. Et donc ça, c'est très, très différent. Et ça a commencé, en fait, c'est comme ça que ça a commencé, une espèce de plutôt vaste recherche, qui mêle, sciences pour l'ingénieur, énergétique, architecture, histoire, sociologie et qui consiste à dire, bah, si on réhabilite les arts décoratifs, c'est tout ce qu'on a fait pour, bah, acclimater les bâtiments par l'intérieur, pendant, bah, depuis, je sais pas, la naissance de l'architecture, disons jusqu'au 19e et donc c'est les tapis, les tapisseries, les baldaquins, les plaques d'âtre, enfin tout ça. Tout ça, c'est de l'ordre de la décoration, mais c'était aussi il y avait toujours un aspect fonctionnel et on l'a perdu justement, pendant le mouvement moderne et donc nous, on s'est dit, c'est que si on réhabilite l'aspect fonctionnel des arts décoratifs et qu'on fait des lits à baldaquin, qu'on fait des, enfin tout ça, des kotatsu, donc c'est des tables chauffantes, des tentes thermiques et tout. Est-ce qu'on arrive à dépenser très peu d'énergie et avoir une forme de confort saisonnière, suffisante? Et puis la dernière question là-dedans, c'est, est-ce que c'est un mode de vie qui est suffisamment, désirable, on va dire? Et donc là, on est en plein dedans. Ça veut dire qu'on chauffe pas le bâtiment, donc on est aussi beaucoup plus, disons, résilient, par rapport au tu vois, à la hausse des coûts de l'énergie et tout ça. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, nous, on dépense 24 kWh par mètre carré par an. La le label BBC, bâtiment basse consommation, il commence à 80 par exemple, tu vois, en rénovation. Donc on est très, très, très faible. Effectivement, si tu viens à l'auberge de jeunesse, bah, tu dormiras dans un lit à baldaquin qui est isolé, tu vois? Enfin, si c'est l'hiver et puis l'été, il sera pas isolé, il y aura des moustiquaires ou d'autres choses. Tu as cherché un peu à regarder, la façon dont vivaient peut-être, les habitants, comment ils géraient justement le chaud, le froid, l'hiver, l'été? Ouais, bah, les sœurs, alors les sœurs, le truc, c'est que tout début, c'est un ordre assez ancien, les sœurs Clarisse, ça doit être 1315 ou 13 ou 15. Hem, En fait, il y a la règle de Sainte-Claire, elle est très stricte et nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'au début, au tout début, au monastère, donc qui a été construit en 1874, c'était, pas chauffé, pieds nus, enfin, c'était vraiment la dure, quoi. Après, il y a eu, plusieurs, évolutions et il y a eu du chauffage qui a été installé, petit à petit, tout ça. Mais donc du coup, oui, les sœurs, en fait, elles étaient très frugales, parce que c'est un mode de vie, c'est un peu comme, c'est un ordre qui est très proche de saint François, donc enfin des franciscains, donc il y a quand même un peu cette appétence aussi pour, une vie, très pauvre et tout ça. Mais on voulait pas non plus récupérer ouais, l'aspect un peu mortifère quoi, un peu très, enfin pas désirable et juste, bah, on va avoir froid puis c'est comme ça. L'idée c'est de trouver quand même des manières de, bah, de kiffer mais autrement quoi, en dépensant moins d'énergie. Alternative. Moi, je me posais la question justement en t'écoutant, est-ce que finalement ce projet, donnait pas la priorité, enfin, est-ce que ce projet donne pas la priorité plutôt à la réhabilitation d'un bâtiment ou plutôt à la réhabilitation d'un lien social? Tu vois? Parce que tu parles du bâtiment, mais finalement tu parles des gens qui y habitent. Comment, les gens vont vivre ce bâtiment? Comment ils vont se déplacer? Comment ils vont l'animer? Est-ce que pour toi, il y a finalement avec le recul, il y a une priorité qui avait été mise là-dessus? Consciemment ou inconsciemment? Ouais, si, bah, non, si, j'étais assez conscient en fait. Le truc c'est que la réhabilitation, nous en architecture, souvent on le traduit par, un coût au mètre carré. Tiens, j'ai réhabilité une école à, 1 500-2 000 € du mètre carré. Ça parle aux architectes. Ou à une question technique. C'est-à-dire, bah, c'était plus aux normes, donc on a remis, je sais pas moi, un désenfumage et du coup maintenant c'est bon, c'est aux normes, on a réhabilité le bâtiment et en fait, nous quand on a abordé ce projet, on s'est dit assez vite, bah, déjà on n'a pas 20 millions parce que ça c'est l'estimation, du coût de la Bien réhabilitation. sûr. Hem, A priori, voilà, on les trouvera pas tout de suite, et ensuite, en fait, la réhabilitation, si on regarde un peu plus, l'étymologie quoi du mot, l'histoire du mot, c'est un mot qui est plutôt à caractère moral, qui est plutôt, d'ailleurs dans une portée, carcérale au début. On réhabilite des gens, heu et en fait, ça consiste
redonner une pertinence à quelqu'un du coup, ou quelque chose qu'il a perdu, mais dans un contexte donné. C'est ça un peu le principe de réhabilitation et donc dès qu'on l'a si on l'applique un peu comme ça littéralement à un bâtiment, ça veut dire qu'elle est pas que technique et financière, mais elle est aussi, affective, esthétique, sociale, et tout plein d'autres choses et donc nous, je pense que, on a fait cette partie-là. On a fait la partie, esthétique, sociale, affective de la réhabilitation et en fait ça peut paraître un peu, disons un peu abscon comme ça, mais en vrai, c'est hyper important parce que d'ailleurs, on a une anecdote assez marrante là-dessus, c'est qu'on avait fait intervenir des gens pour traiter le mérule. Donc le mérule, c'est un champignon, qui est assez, embêtant, qui mange le bois et ils nous avaient dit: «Bah non, on fait pas, parce que le bois est pourri, c'est une friche, il y a des entrées d'eau partout, ça sert à rien» et ces personnes-là étaient revenues, allez, 1 mois plus tard, quoi, qu'on avait fait une petite scénographie dans la grande halle, de l'ancienne école et tout ça et là, ils avaient dit: «Beh, bien sûr qu'il faut réhabiliter la salle de quartier». Alors qu'entre les 2, il y avait pas beaucoup d'argent, on était à moins de 100 € du mètre carré à cet endroit et en fait, c'est ça la réhabilitation, le truc important et en fait, c'est très, très tangible parce qu'au final, le maire comme les équipes municipales, comme, toi et moi, est-ce qu'on est d'accord pour mettre 20 millions d'euros dans un bâtiment vide dont on ne sait pas ce qu'on veut faire, dans un budget fongible? C'est-à-dire que c'est 20 millions de moins aux écoles ou je sais pas où. Bah, pas trop. Même si c'est un bâtiment qu'on aime bien, pas trop, quoi. Alors que est-ce qu'on est d'accord de mettre 20 millions dans un bâtiment où il y a, bah, des cours de yoga, des ruches, des choses qui se passent et tout ça? Bah, beaucoup plus. Donc en fait, je pense que c'est ça, cette la partie de la réhabilitation que nous on a fait. En fait, en gros, tu es en train de dire que finalement, il fallait, passer à l'action, mettre en place des choses, créer de la vie pour pouvoir aller convaincre. Plutôt que finalement, comme tu l'as dit, des fois, anticiper, une réhabilitation sur de la potentielle activité, sur des lignes, d'un Excel, qui pourraient chiffrer ce projet-là. C'est vraiment, voilà, tu y vas, tu testes, mais il est possible que, bah, ça marche pas. Ouais. Si ça vient marcher, ça veut dire que c'est des cartes de visite pour, engager des gens, c'est ça? Ouais, après c'est aussi, en fait, c'est la grosse différence là, dans ce qu'on est en train de dire et c'est pas évident, hein, c'est d'accepter de commencer à faire des choses et sans forcément savoir où on arrive et ça, c'est hyper compliqué aujourd'hui dans le milieu de la maîtrise d'ouvrage, des projets immobiliers. Très difficile en fait, on est toujours poussé à dire: «OK, c'est quoi le budget? C'est quoi le planning?» et puis les mais bon, moi je peux te dire un budget et un planning en disant: «Bah oui, je te dirai que dans 6 ans, il y aura, 3 auberges de jeunesse, en laser game et tout ça». On peut se le dire, enfin, mais pour moi ça n'a tellement pas de relation avec la réalité, avec les gens de ce quartier, avec les capacités du site que, pour moi ça, c'est plus enfin disons que c'est moins responsable ça que de dire: «Ben OK, on va, intervenir dans le cadre du bâtiment, vu qu'il est inscrit, de toute façon, on va pas péter, on va pas faire 2 étages de plus et tout ça et on y va petit à petit et on teste en dépensant peu d'argent, ce qui fait que si jamais on se trompe, on en a perdu peu. Ça, je trouve que c'est plus responsable et surtout, ça nous permet et ben, quand on dit quelque chose, quand on dit: «L'auberge de jeunesse, ça marche» et ben, on est quand même beaucoup plus sûr de ce qu'on dit. C'est pas des études qui dit: «Bah, on a regardé à Boston, à Marseille et au Havre, si les auberges de jeunesse, ça marche dans les monastères». Oui, d'accord, c'est des trucs, c'est à peu près pareil, en même temps, ça a rien à voir, quoi. Ouais, tu dis un une phrase qui est hyper intéressante et j'aimerais que tu la commentes. Tu dis: «Ce n'est pas le programme qui crée l'usage, mais c'est l'usage qui crée le programme». Par exemple, pour la ville de demain, ça veut dire quoi concrètement? En fait, le programme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en architecture, le programme, c'est une pièce, bien déterminée, qui va définir, par exemple, si tu es maire d'une ville et que tu dis: «Bah, je veux une nouvelle, crèche dans un je sais pas, dans une ancienne, piscine olympique, quoi». Quand tu fais le programme, en gros, ça va aboutir à un document qui dit: «Bah, il faut, 3 pièces de, tant de mètres carrés, pour, les petites sections, une autre pièce pour les grandes sections, un lave-mains», enfin des trucs comme ça. Et en fait, le programme, c'est dans le fond, c'est la liste des choses qui vont permettre aux usages d'exister. En fait, si on regarde les choses de manière matérialiste, bah, en gros, si tu fais un sol, en bois qui rebondit un petit peu et que tu mets un filet, de part et d'autre de la pièce, bah, c'est probable qu'on pourrait faire du volet. En tout cas, si on a envie d'en faire du volet, on pourra parce qu'il y a tous les supports matériels possibles. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des cas, on se dit: «Ben, voilà, là, ça va être une crèche, ça va être, une salle de sport» et ben, le programme définit, ce qu'il faut pour que après ça crée l'usage et ça marche si tu assures la gestion déjà.
Si après tu dis: «Bah oui, il y a des cours de sport, venez, on s'inscrit là, il y a des profs qui font le truc et tout ça». Mais dans le cas de bâtiments aussi complexes que le monastère où il y a pas de gestion derrière, c'est obligé que ça marche pas. Et donc c'est là où nous on a fait l'inverse. On a dit: «Bah, vu qu'on n'est pas capable de prévoir le programme» et moi franchement je suis pas plus malin qu'un autre, je peux pas vous prédire, tu vois, dans 5 ans, c'est quoi le bon programme ici? Et ben, donc on a inversé le truc. On a dit: «Bah, dans ce cas-là, vu qu'on sait pas prédire l'usage, on va le tester et une fois qu'on l'a testé, on le traduit en programme». Et c'est là où on a développé, avec, Sophie Ricard notamment, qui est une architecte assez connue, qui a fait notamment l'hôtel Pasteur à Rennes, une méthode qu'on appelle l'étude de faisabilité en actes. C'est-à-dire, c'est pas juste une étude de faisabilité spéculative, c'est qu'on fait des choses, on fait une étude de faisabilité en actes. Et ça nous permet de dire, ben, les usages dont on vous parle et qu'on vous, décline, bah, c'est des choses réelles qui peuvent exister dès demain parce qu'on a des préfigurations, et donc le programme qu'on vous propose d'écrire et ben, il est solide, il est plus sérieux, quoi. Ouais, En intéressant. gros, c'est ça. Hem Je vois en fait, l'engagement que tu as, dans ce projet-là. Alors tu dis que 80 de l'énergie, c'est de l'invisible. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase dans une Ouais. de tes conférences et tu dis qu'il faut convaincre les pompiers, il faut convaincre l'architecte des bâtiments de France, il faut inventer un protocole, probablement serrer des mains. Est-ce que finalement le métier d'architecte aujourd'hui, il n'est pas plus sur du lobbying, de la rencontre, du networking, plutôt que sur le dessin comme on peut l'attendre? C'est très, caricaturé mais Non, mais je sais pas, enfin les 80 de l'énergie que nous on a mis dans ce projet, effectivement, c'est invisible, c'est beaucoup d'énergie, c'est très fatigant. Hem Mais moi, j'ai pas du tout une pratique d'architecture, classique, quoi, donc je peux pas non plus, dire, l'architecture c'est ça. Et en même temps, l'architecture, comme, enfin comme une pratique, une activité qui se décline en plein de métiers différents, est en train d'évoluer très fortement. Donc non, je dirais pas forcément ça. Par contre, je trouve que, l'architecture en général aurait besoin de probablement plus se connecter avec d'autres champs disciplinaires, d'autres réalités qui ont aussi attrait au bâtiment. Par exemple, les questions de maintenance qui sont, je trouve, pas du tout assez, heu, bah, mis en valeur dans les études d'architecture et ni pris en compte dans les projets en général, hein. Bien sûr, il y en a qui le font bien, mais alors qu'en fait, c'est central, quoi. C'est des gens qui vont passer, parfois leur vie, quoi, à nettoyer les sites, à réparer des choses, dans une invisibilité complète et en même temps, s'ils font bien leur boulot et ben, on le saura pas. Parce qu'en fait, si leur boulot consiste à faire en sorte qu'on ne remarque pas que leur boulot est nécessaire finalement, tu vois? ouais, Et ouais, donc ça, je trouve qu'il y a donc c'est pas forcément serrer des mains, du networking, mais je pense que, voilà, l'architecture a besoin d'être plus en lien avec, plein de pans de la société, desquels on s'est peut-être un peu fermé, notamment aux questions de modèle économique, voilà. excellent. Donc créer des transversalités avec les autres disciplines. Ouais et évidemment avec le paysage, hein, je te dis ça, je suis dans une école, il y a peu d'écoles d'architecture qui est aussi de paysage. À l'école de Lille, c'est architecture et paysage et heu le fait que ça soit si rare, c'est quand même, à noter. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a beaucoup plus de ponts possibles à faire, de manière générale, par exemple, entre ces 2 disciplines. Justement, tu enseignes, ça c'est une des autres casquettes. Tu es enseignant donc à Camondo Paris et ENSAP de Lille, c'est ça? Ouais, Camondo, plus maintenant, mais l'école de Lille, ouais. Tu l'as été? Quand tu arrives, face à tes étudiants, qu'est-ce que tu aimerais, casser dans la comment dire? Dans la structure, d'éducation qu'on leur a donnée? On en a parlé un peu au début, du podcast, c'est, toutes les cases dans lesquelles on essaye de faire entrer le métier d'architecte. Qu'est-ce que tu aimerais, fragmenter pour, ouvrir peut-être sur des transversalités, sur de nouveaux horizons? Ça, c'est une question hyper, vaste, hein, c'est, difficile à y Ouais. répondre maintenant. La Heu, première chose, voilà, qui te viendrait? non, non, mais, il y en a quand même plusieurs, mais c'est par exemple le fait qu'aujourd'hui quand tu fais tes études d'architecture, déjà, bah, c'est hyper intense. C'est des études, quand même, très exigeantes, très, remplies. Je pense que la plupart des gens qui finissent leurs 5 ans d'architecture ont l'impression d'avoir passé plutôt 6 ou 7 ans. Et puis en fait à la fin du master, et bah, tu pas architecte, tu as un master en architecture. Et là tu te rends compte que pour être architecte, il faut avoir son HMONP, c'est-à-dire l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre et qu'en fait finalement,
il y a une forme de mal donne quoi, c'est que les études d'architecture, en fait, elles forment à un in fine, mais à un métier qui est maître d'œuvre. Hem et c'est vrai que master en architecture, bah, déjà une licence en architecture, ça vaut pas grand-chose aujourd'hui, sur le marché du travail. Tu as appris des trucs quoi, mais voilà. Le master, bon, a priori, oui, tu peux bosser en agence, mais tu peux pas ouvrir une agence, par exemple. Tu peux pas ouvrir, ton atelier d'architecture. Donc en fait, je trouve qu'il y a un peu de en même temps, c'est intéressant et en même temps, il y a un peu de mal-donne sur ce qu'on promet d'une certaine manière aux étudiants et étudiantes. C'est que pendant toutes les études, c'est très foisonnant, on parle de beaucoup de choses, très, transversales et c'est super. En même temps, on leur donne pas forcément les outils pour, in fine, après, bah, faire leur propre chemin et puis, peut-être pas être en agence, peut-être faire des trucs en collectif ou pas en collectif ou bosser en collectivité publique ou, enfin ou faire autre chose, quoi. Donc il y a ça et puis après il y a des choses un peu évidentes sur des questions de genre, par exemple, il y a c'est assez connu que, la plupart des références, que les enseignants et enseignantes donnent à leurs étudiants sont des références de personnes, masculines, enfin de d'hommes, quoi. Donc et pourtant il y a une majorité de filles, dans les écoles d'archi donc ça c'est des choses un peu évidentes où, bien sûr, il faudrait qu'on enfin on le fait un peu au quotidien mais ça prend très longtemps, quoi, d'inverser la tendance, assez fortement. Et justement, par rapport au paysage, heu, comment justement créer plus de connexions? Parce que tu me parles de cette école qui est une des rares écoles qui lie un peu ces 2 disciplines. Est-ce que, est-ce que tu vois, toi, auprès de tes étudiants, justement des ponts à faire sur des choses évidentes également? Non, parce qu'en fait enfin évidente non, mais en tout cas l'école d'architecture de Lille, il y a des cours qui sont communs, par exemple. Donc la question, c'est pas forcément de synthétiser, voilà, les architectes, c'est ça, les paysagistes, c'est ça et puis, on va prendre un peu, du bon des 2. Mais, par exemple, les paysagistes, il y a un truc qui est très différent avec, les architectes, c'est que leur projet, il commence à l'inauguration. Alors que les architectes, leur projet, entre guillemets, il finit à l'inauguration. Après l'inauguration, les architectes, entre guillemets, bah, il y a la garantie qui attaque, mais s'il y a pas de problème, on va pas trop les chercher, quoi. Alors que les paysagistes et ben, en fait, il faut le temps que, les arbres, les plantes, les écosystèmes, les terrains, se fassent, évoluent au fur et à mesure des saisons et le projet commence à partir du moment où ils ont fini de concevoir et de construire. Et donc ça par exemple, c'est très clairement une manière de mettre, le doigt sur le fait que, bah, en fait, non, les architectes, ça s'arrête pas à l'inauguration, en fait, il y a encore plein de choses qui vont évoluer, au même titre qu'un paysage, un écosystème ou quoi que ce soit, évolue, s'assoit, est perturbé par des choses et ben, le bâtiment, il va pareil, il va évoluer, il y aura des trucs Vigipirate, il y aura de la pollution atmosphérique, il y aura, 150 000 mains qui vont toucher la même surface et à un moment donné, ben, on va le voir, enfin des choses comme ça, quoi. Super. Pour finir, j'ai 2 questions en une. Hem, qui a le plus, marqué ton parcours parmi les gens que tu as rencontrés et qui aurais-tu, aimé croiser ou rencontrer, à n'importe quelle époque? Ouf, c'est hyper vague ça. On va Heu commencer par la première. Qui a le plus marqué ton parcours parmi les gens que tu as croisés? Bah, en fait, le truc, c'est que encore une fois, on fait, tout ce qu'on fait là, c'est très, très collectif. Donc déjà, bah, voilà, ce 1er outil de travail qu'on a constitué avec l'association ZERM, bah, en fait, la chose la plus importante, c'est qu'on était ensemble et donc bah, les gens les plus importants que j'ai rencontrés moi pendant mes études, c'est ces amis-là avec qui on a fait, cette association et qu'on a pu, finalement pas être, salariés en agence, ce qu'on n'avait pas du tout envie d'être et faire notre chemin, en fait, c'est vraiment ça et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sortent des écoles d'architecture, pas forcément les plus heureux du monde, qui ont envie de faire plein de choses, mais tout seul, quand même pas évident, quoi. Évident. Et de la même manière, là, j'ai dit le monastère, c'est un projet très partenarial et donc avec, en premier lieu la ville de Roubaix. Mais aussi, Gilles Maury qui est historien, qui nous a beaucoup accompagnés et qui nous a donné de la crédibilité sur, toute notre approche historique, patrimoniale et tout ça. Yes We Camp qui est une association qui nous a aidés au tout début, qui nous a quand même, permis de bah, pareil, qui a rassuré la ville en disant: «Bon, bah, nous on est là quand même au cas où, heu, si ça foire quoi» et puis qui nous a aussi transmis plein de choses et qui nous a accompagnés au début.
Donc je bon après bien sûr, il y a des gens, par exemple Sophie Ricard qui, tout de suite, ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent parce qu'en fait, elle a déjà travaillé sur plein de choses, elle explique bien et voilà, mais globalement, c'est pas forcément, tu vois, une personne, tutélaire comme ça, Ouais, c'est un heu, collectif, évidemment. ouais, c'est pas forcément des gourous, tu vois, qui ont tout compris, c'est plutôt des voilà, des gens et avec qui on fait et à qui on transmet. Et alors, à une autre époque, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont inspiré? Alors inspiré toi ou ton collectif, finalement vous êtes sur le patrimoine, est-ce que tu peux dire avec le recul, ouais, la vie, de ces sœurs, nous ont inspirés dans notre travail? Ouais, les sœurs, oui, parce qu'après le truc, c'est que nous, on habite sur place, donc en fait, on habite au même endroit que les sœurs et c'est quand même pas anodin, tu vois? Sur le plan, spirituel, quotidien, c'est donc maintenant, ça fait un moment, mais ça nous a quand même beaucoup impacté. Mais après, je pense qu'en tout cas, nous, on a beaucoup, regardé, le passé comme une source d'inspiration. Alors, là, je dis pas du tout que c'était mieux avant et qu'il faut revenir à la bougie ou je sais pas quoi, hein. Mais les à baldaquin, c'est quelque chose qui est apparu, dans l'histoire, quoi et c'est quelque chose qui est intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'adapter aujourd'hui avec d'autres matériaux, tout ça, mais c'est intéressant. De la même manière, le réemploi, ça s'est fait très bien jusqu'au 19e siècle, sous l'Empire romain, c'était, obligatoire à certaines périodes et en fait, c'est super intéressant aujourd'hui d'aller regarder ce qui s'est fait à d'autres époques à ce niveau-là, heu, pour comprendre que, bah, par exemple, sous l'Empire romain, c'était probablement enfin, c'était sûr, beaucoup moins, coûteux, énergétiquement, notamment, de récupérer une pierre dans un ancien bâtiment, plutôt que d'aller la tailler de nouveau. Bon, aujourd'hui, avec, le baril de pétrole et l'énergie que ça renferme, évidemment, on n'a plus le même rapport parce que le facteur avec l'énergie humaine, c'est un facteur de 100, quoi. Bien sûr. Mais donc ça nous renseigne beaucoup quand même tout ça et je pense qu'il y a encore énormément de choses où finalement on se dit toujours: «Bah, le progrès, l'innovation, c'est dans le futur», alors qu'en fait, il y a plein de trucs, c'est plutôt dans le passé des fois et par exemple, que sur le plan architectural, hein, le bâtiment, du monastère comme il est construit en briques pleines et tout ça, je sais même pas si on pourrait le refaire aujourd'hui, tu vois? D'accord. Hem, il y a une question que j'ai oubliée, que je vais remettre là, c'est quand même, est-ce que, fort de cette expérience, est-ce que vous avez l'intention, d'exporter ce modèle? Parce que maintenant vous avez, une expertise de 5 ans, des expériences, des retours. Est-ce que tu as comme ambition de se dire: «On va aller le faire dans un autre quartier d'autres villes, dans une autre ville, dans un autre pays»? C'est quoi un peu les ambitions? Bah, nous les ambitions c'était, enfin toutes les parties intéressantes de ce projet, c'est, bon, c'est parce que ça a sauvegardé ce bâtiment en particulier, mais c'est parce que ça résonne avec une démarche plus large, enfin je pense que c'était assez clair. Maintenant, l'idée c'est pas d'institutionnaliser une méthode qu'il faudrait, tu vois, répliquer, adapter de manière, un peu automatique partout. Parce qu'en fait, c'est justement ça qui pose problème, c'est que on dit la norme c'est ça et puis, c'est comme ça, partout sur le territoire et en fait ça bloque à plein d'endroits dès qu'on rencontre le territoire, quoi. Mais on a, pas mal travaillé déjà là, à une forme de, allez, de plaidoyer si tu veux, un peu politique. Consiste à dire et ça on le fait notamment avec, Ismaël Jamaléddine de la Condition publique à Roubaix, qui est directeur, où en fait on se dit: «Mais c'est simple en fait à Roubaix, il y a plein de bâtiments vides». On sait aussi que, bah, voilà, il y a pas des millions qui vont arriver, ni de Bernard Arnault, ni de l'État, ni de la ville, dedans. Et par ailleurs, il y a plein de demandes, d'associations, de gens qui ont pas de domicile et tout ça. Et en fait aujourd'hui, quand on sait faire aujourd'hui on sait réhabiliter de manière frugale ces bâtiments. En fait, on pourrait offrir un espace à tout le monde et ça, c'est, assez révolutionnaire, en fait. En vrai, il y a peu de villes qui pourraient dire ça. Et donc là, l'idée, c'est de moins travailler enfin, si on ce qu'on souhaite, hein, l'idée, c'est pas d'abandonner le monastère ou de multiplier, de faire un espèce d'empire. Mais par contre, si on pouvait accompagner une forme de, tu vois, de régie, mais à l'échelle municipale et liée à la collectivité, je pense que ça pourrait être une prochaine étape, super intéressante et de pas faire malgré, la politique locale, mais avec la politique locale et en fait, c'est assez simple finalement, on a besoin de l'agilité de nos organisations, d'associatives et tout ça, mais on a besoin de l'intérêt général et l'intérêt général, il y a que la collectivité qui peut l'assurer. Donc on pourrait trouver une forme de régie comme ça
qui met à disposition des espaces et qui les réhabilite de manière, très frugale. Ça, ce serait un peu la prochaine étape, j'imagine. Excellent. Où c'est qu'on peut te joindre, Simon? J'ai vu, vous avez des sites pour chacune des associations? Ouais, bah, oui, ça dépend des projets, quoi. Ouais, ça va Heu, dépendre. Mais toi, et si on ap veut te contacter justement, te questionner sur ce projet, sur les futurs projets, ça serait Bah, plus quoi? en tout cas, le site internet des Saisons Zéro fonctionne. Donc le projet du monastère s'appelle Saison Zéro. D'accord, Heu et puis vous pouvez venir, en fait, les gens peuvent venir, hein, c'est pas très loin de c'est à 1 heure de Paris, 20 minutes de Lille et et puis après, oui, il y a tous les mails, sur le site, je pense. d'accord, super. Dans tous les cas, on mettra toutes les informations dans la description. Je te Super. remercie beaucoup Simon pour, d'avoir accepté cette invitation et nous avoir fait part en fait de cet, incroyable, projet, heu et puis, de voir que ça marche, ça va sans aucun doute inspirer, beaucoup d'autres projets. Bah, Merci merci à à toi en toi. tout cas. Super. Plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si cette conversation vous a inspiré et vous a donné envie de regarder la ville autrement, alors merci de partager autour de vous sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram et à vous abonner sur notre newsletter sur dailygreen.fr. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. À très vite sur Daily Green.